Salut YouTube. Je me remets à faire des vidéos. 3 mois sans vidéo, mais bon, j'ai des excuses. Je faisais des travaux dans la maison, des gros travaux, j'ai tout cassé dans tous les sens. Voilà, donc moi j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Quand je me mets à fond dans les travaux, je suis dans les travaux et puis voilà quoi. Donc là c'est terminé. C'est toujours agréable d'avoir fait une grande campagne de travaux et puis d'en profiter maintenant. Bon, on passe à nos moutons. Alors nos moutons, c'est le Musicman HD 130 212 HD 212 130, voilà, je cherchais, j'y suis plus, ça fait 2 ans que je l'ai fait cet ampli, donc je me rappelle plus. Ouais, je suis en train de regarder un peu toutes les vidéos que j'ai encore à monter, que j'avais tournées, mais alors le problème c'est de se rappeler ce qu'on a fait. Comme vous le voyez, c'était Clapton qui l'utilisait avec Knopfler aussi. Je passe un bonjour à Lionel qui regarde la chaîne et qui est un grand amateur apparemment des Musicman. Il y a eu beaucoup de gens qui ont joué là-dessus, sur ces Musicman, là, Léo Fender avait cartonné avec ça, puis aussi avec ses guitares. On va passer dans le vif du sujet. Du sujet. Alors là, j'ai eu dernièrement, attendez que je vous montre ça. J'ai vu sur l'excellente chaîne, la chaîne Guitare, animée par Pierre Journel, j'ai vu une interview de Sarah Thomas, qui est réparatrice d'ampli à lampe chez Sonic Red. Sonic Red, ils sont à Saint-Étienne. Et j'ai trouvé l'interview très très sympa, et moi ce qui m'a fait plaisir c'est que déjà il y ait quelqu'un de jeune qui se mette à dépanner des amplis, et surtout des amplis à lampe, parce qu'on peut pas dire que les jeunes soient formés aux lampes actuellement. Et puis j'ai trouvé son discours intéressant. On sent quelqu'un de passionné, alors je ne sais pas comment elle travaille, évidemment, mais j'ai trouvé quelqu'un de passionné, elle en parlait bien, et en plus c'est une femme, parce que les femmes dans ce métier, c'est très très rare. Donc je vous invite à aller jeter un œil sur la chaîne Guitare pour voir son interview, et dans cette interview, elle parle d'un Musicman, un 210. Donc le 210 est très différent du 212 là. Et elle disait qu'elle en avait bavé parce que le schéma imbitable. Vous allez voir, je vais vous montrer. Moi, j'arrive pas à lire ces schémas-là, c'est pas possible. C'était les schémas qu'on faisait à l'époque. Tenez, je vous le montre tout de suite d'ailleurs. Voilà, espèce de truc improbable qu'on a comme schéma d'origine. Alors il faut savoir, sur le 212 130, il y a 2 schémas. Ça fait partie du manuel qui était fourni avec l'ampli. Donc vous voyez qu'avec dans les manuels à l'époque, et ça se faisait beaucoup à l'époque, on fournissait les schémas, ce qu'on ne fait plus maintenant, n'est-ce pas? On est dans une période où on dit faut réparer, la réparabilité, etc., économiser les ressources et tout, et on est dans une période où on ne peut avoir aucun schéma. J'ai dépanné une pédale, une Freezotone, c'est une pédale, je crois, qui est japonaise. J'ai demandé les schémas, ils m'ont envoyé balader, donc je me suis débrouillé, j'ai relevé le schéma. On peut toujours relever les schémas, mais quelle perte de temps. Et je trouve pas ça correct d'un point de vue des économies d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de gens, alors moi je fais ça, je suis quasiment à la retraite, donc si je perds 2 heures à relever un schéma, je m'en fous, mais une boîte qui a pignon sur rue, qui doit faire du bénéf, ça coûte cher d'avoir une boutique, tu vois, un truc comme ça, ils n'ont pas le temps, les gars, de relever les schémas. Donc le guitariste qui avait cette pédale,
Il s'est fait envoyer paître par toutes les boîtes qui dépannent, et c'est normal. Ils n'ont pas le temps de relever le schéma. Et Freezetone, ils ne veulent pas donner le schéma. Donc on perd du temps. Ils ne protègent rien, en fait, à pas vouloir donner le schéma. Ils ne protègent rien, puisqu'on peut tout. C'est extrêmement simple de relever un schéma. Sauf que c'est chronophage. C'est tout. Donc, quelque part, ils interdisent la réparation de leurs pédales. Au final, si on réfléchit bien. Bon, enfin, bref. On va pas refaire le monde. Donc, voilà. Donc, à l'époque, on fournissait les schémas. J'aime bien j'aime bien les illustrations de l'époque. Tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, les petites peintures comme ça. Remarquez, on fait pareil maintenant. Master Control for Music Man Amplifier. Alors il y a, il y avait, j'ai déjà fait une première partie, donc je vais pas vous refaire le panégyrique de l'ampli. On attaque directement l'analyse du schéma. Une analyse assez succincte. Je vais plutôt mettre l'accent sur les bizarreries de ce schéma plutôt que vous expliquer comment ça marche exactement. Si vous voulez comprendre comment ça marche, parce que c'est assez classique en fait comme schéma, mais il y a quelques grosses bizarreries. Mais sinon, l'architecture est assez classique. On a 4 lampes en parallèle pour la puissance. Je dis lampes parce que je me rappelle même plus ce que c'était. Des EL34, pardon. Ouais. Ça, c'est le problème de faire des vidéos décousues à plusieurs mois d'intervalle, voire 2 ans, puisque l'ampli, je l'ai eu il y a 2 ans, du coup, on se rappelle plus de rien du tout. Voilà, là, c'est un ampli hybride, donc on a des amplificateurs opérationnels de l'époque en entrée, donc tout le préampli est à amplificateur opérationnel, préampli, trémolo, tout ça c'est à amplificateur opérationnel, transistor, FET, ici, pour le trémolo. Le transistor, c'est pour l'oscillateur du trémolo. Ici, on a le bias avec des diodes Zener. Ici, on a un redressement sur l'alimentation. On a un redressement à diode. On n'a pas de lampe redresseuse. Quelques petites particularités ici que je vais aborder tout à l'heure. On a donc 2 entrées, dont une trémolo ici, qui sont... Alors, les 2 entrées sont exactement similaires, ici, sauf qu'il y en a une, il y a le trémolo qui vient se greffer dessus. Il y a une reverb aussi. Il y a un départ de reverb, là ici, reverb gain. Voilà, ici, avec le gain ici, je le cherchais, avec un foot switch qui commande la reverb ou le trémolo. On a... je ne vais pas attaquer dans le détail. Maintenant, là, je vous décris un peu l'architecture générale. Ici, on a la driver board qui consiste en un étage driver qui remonte la tension de sortie au sortir du préampli avec un déphaseur. Un déphaseur, je ne me rappelle même plus, qui n'est pas de Schmitt, non, c'est un déphaseur cathodine apparemment, que je dise pas de bêtises, oui, c'est un cathodine ça, ouais. Ok, attendez, je vous dis pas de bêtises, oui, non, on est là, ouais, et on est, oui, on est là, voilà, grille, voilà, donc oui, c'est bien un cathodine. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'architecture globale? Voilà, c'est tout. Donc, reverb, trémolo, préampli 2, préampli 1. On mélange le tout ici, là. On part en D, on revient en D ici. Un filtrage des graves. On attaque un étage driver pour remonter le signal à un niveau correct pour attaquer un déphaseur cathodine. 4 EL34 en parallèle, le transfo avec une sortie 4 et 8 ohms, un redressement à diode, avec un doubleur de tension. Là, il y a doubleur de tension, redressement à diode. Alors, on va voir ça après. Une self de filtrage.
On a le 340 volts. Le 340 volts, c'est pour les ECC 83, donc étage driver board. Le 360 volts, c'est pour la grille 2, si je ne m'abuse. Oui, j'ai 2, grille 2, oui. Grille 2 des EL34. On a le 725 volts. Ici, pour les 725 volts qui va varier. Je crois que je me rappelle de tête, ça varie entre hot, low et height. Ça varie entre 725 et 400 et des brouettes. Je me rappelle plus. Je vous dirai ça. Je sais plus si je vous le dis dans la première vidéo, mais de toute façon, dans la deuxième, on va faire la polarisation, le réglage de bias. Réglage de bias qui est ici. Et j'en parle. Je crois me rappeler que j'en parle. Voilà, quelques bizarreries. Bon, j'attaque pas tout de suite les bizarreries. On va commencer par les tâches de préamplification. Alors, le préampli. Le préampli a une bizarrerie ici, qui n'en est pas une d'ailleurs, hein, mais je vais expliquer. Donc on attaque, on a deux entrées séparées avec exactement la même impédance d'entrée. Channel 2, que je dise pas de bêtises, ouais, 68K, 68K, on attaque la même entrée. On a un étage non inverseur qui doit avoir un gain de 20 ou 30, entre 20 et 30 je pense, vu les résistances, 220K, 10K. On est en 2, c'est l'entrée négative, hein, c'est 2. Alors vous voyez, les pattes de mouche, attendez, je vais agrandir, parce que ça, moi je regardais, je me disais petit A. Je ne comprenais pas ce que c'était, c'est 2, c'est un 2. Ils font, le gars qui a fait le schéma, voilà, 2, 2, il fait ces deux comme des A minuscules, enfin bref, c'est vraiment des pattes de mouche. Là on a 10, ça doit être 10 microfarad, j'imagine. C'est 0,1 microfarad. Alors là, c'est encore à peu près lisible. Ça, moi, je sais pas lire. Moi, je sais pas. 82 peut-être. Oui, c'est 82 ici, là. Bon, bref, c'est très pénible de travailler avec des schémas comme ça. Et ici, on a une petite bizarrerie, c'est qu'on a deux diodes tête bêche sur les entrées plus et moins du 307. Alors, ces diodes servent à protéger les entrées, hein, tout simplement, puisqu'elles ont une tension de seuil, on va dire 0,6-0,7 volts, et donc au-delà de 0,6-0,7 volts, elles conduisent, alternance négative et positive, et elles protègent le LM307. Il faut savoir qu'à l'époque, les AOP étaient assez fragiles, et donc ils mettaient des protections. Alors, je connais très bien cette modif parce que j'avais, il y a 15-20 ans, j'avais un pote qui avait un camion d'enregistrement et on se baladait pour enregistrer des concerts, etc. Hein, c'était une sorte de voyageur, hein, comme les Stones, sauf qu'on avait beaucoup moins de moyens. Et dedans, il y avait une console Alesis X2 que je vous mets ici. Voilà, il y avait cette console-là. Et cette console-là avait une particularité, c'est que les entrées n'étaient pas protégées, comme ça l'est ici. Et évidemment, vous imaginez bien, voilà encore une autre photo de cette console, c'était une très bonne console, hein, mais le problème, elle avait deux problèmes en fait. C'était une console de studio, elle n'était pas faite pour voyager dans un camion, donc on avait tout de même pas mal de maintenance à faire, parce que les contacteurs n'aimaient pas du tout les vibrations dans le camion. Et puis, elle avait un autre problème, c'était les entrées sautaient systématiquement si on oubliait de couper l'alimentation Phantom 48 volts quand on débranchait les micros. Vous imaginez bien qu'on avait un multipère qui partait, donc généralement le camion était garé à l'extérieur de la salle de spectacle. On tirait un multipère jusque sur la scène avec des boîtes de direct.
Et puis bon, vous arrivez le matin, vous faites les balances l'après-midi, le soir c'est le concert, et puis à 1h du matin, faut tout remballer. Et ça arrivait fréquemment qu'on oublie de couper les alimentations fantômes 48 volts, et on faisait sauter les tranches systématiquement. Si le 48 volts n'était pas coupé, quand on enlevait le micro, la tranche dégageait. Ce qui dégageait, c'était l'ampli-up en entrée, hein, comme ici, là. C'était celui-là qui dégageait. Donc j'avais modifié cette console, toutes les voix, les 24 voix, avec donc des diodes tête bêche pour protéger les entrées, l'entrée de chaque voix. Et c'est très efficace, hein. Après, on pouvait faire ce qu'on voulait, plus rien ne sautait. Donc voilà, première petite particularité, c'est la protection du LM307. Ensuite, on a très classique, hein, correction basse aiguë. On réamplifie toujours, on est en non-inverseur. On va dire un rapport de 10, là, à peu près. Je dis peut-être une bêtise, tiens, il faut calculer-le, c'est facile à calculer. Ensuite, on arrive sur le volume. Bouton volume. Alors voilà, bouton de volume donc du canal numéro 1. Le canal numéro 2 est exactement pareil, hein, exactement, sauf que vient se greffer dessus une reverb, ici, avec son gain qui est ici. Donc on a un tank et puis on amplifie en courant, là. Les tanks de reverb, il faut les alimenter plutôt en courant. Donc on fait on amplifie d'ailleurs, c'est pas... 2, 3, non, ils amplifient même pas en courant, là d'ailleurs, c'est une amplification, attention, tout à fait normale, bon bref. On réattaque une réamplification au sortir du tank, parce que quand on sort d'un tank, hein, on perd beaucoup de niveau. On réamplifie, on balance ça avec un gain de reverb ici. Sur un volume général, alors c'est un double volume ici, puisqu'on va travailler à la fois sur ce qui arrive sur la reverb, alors front et rear, donc c'est un double potentiomètre, oui, il est... Donc là, on sort là, pouf, pouf. Là, donc on a un volume ici, on règle... oui, en fait... Avec ce double potentiomètre, on mélange la reverb, on règle le volume avec ce potentiomètre, le trémolo, lui, est sur l'autre, le deuxième potentiomètre, qui est le même, en fait. On ressort ici, on mélange le tout avec le préampli en haut, donc volume, etc. Pif, paf, pouf, on arrive là. On arrive sur cet étage mélangeur. Mélangeur D, on se retrouve ici, le signal se retrouve ici, et on se retrouve sur la driver board. La driver board avec donc réglage de un switch pour couper les graves. On attaque une ECC 83. Ici, avec le master gain, on met le master gain derrière. Donc là, on a purement un étage driver. On arrive sur le déphaseur cathodique. Donc, on prend les niveaux déphasés sur la cathode et sur l'anode. Pif, paf, ouais, voilà, c'est ça. Et on attaque 4L34 en parallèle. Alors, petite subtilité. Ces EL34 sur l'anode, il y a une diode, il y a deux diodes, ici et ici, donc pour les paires. Deux diodes de 5 kV en inverse. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce qu'on a une commutation height et low qui est en fait une commutation de tension d'anode, c'est-à-dire qu'on va passer
en 725 volts, les 400 et quelques volts, 400, je ne sais plus si c'est 450, un truc comme ça. Je crois que c'est 450. Je me rappelle 450. Et on commute par ici. Alors c'est assez étonnant, hein, parce qu'on commute le primaire du transfo. Vous voyez, on change d'enroulement ici, avec un condensateur qui évite les blocs. C'est-à-dire qu'il va... l'arc, en fait, quand on va passer de height en low, il va y avoir un arc qui va se créer sur le contact, qui va créer un parasite, et ce condensateur-là est fait pour éliminer ce parasite. Mais alors, vous voyez, le truc, c'est que moi c'est un schéma qui m'a vachement étonné, parce que, en fait, on modifie toutes les tensions de l'autre côté, hein, puisque on modifie le primaire. Ici, on modifie le nombre d'enroulements du primaire, donc forcément, ça va se retrouver là-dessus. C'est assez étonnant, et vous allez voir qu'ils ont changé, dans le deuxième schéma, ils ont changé complètement le système. Parce que c'était un peu spécial, quoi, comme manière de faire. Parce que vous imaginez bien, là, ici, A et C, A et C, ici, on le retrouve, il y avait le bias, la tension qui arrivait pour le réglage de bias, qui augmentait, elle aussi, tout augmentait, tout bougeait. Donc c'est assez spécial quand même. Alors là, en plus, on avait un doubleur juste pour le 725 de tension. Donc, je regrette de ne pas avoir fait de mesure à l'époque quand j'avais l'ampli, parce qu'on aurait pu voir un peu mieux comment ça fonctionnait. Mais de toute façon, les tensions, là, augmentaient par rapport au primaire. Le primaire changeait, donc forcément, derrière, ça changeait aussi. Donc, alimentation des amplis up ici, arrivée plus 46, moins 46 ici, et bias ici avec une 18K et un potentiomètre pour aller régler le bias B qu'on retrouve évidemment au niveau de la grille numéro 1. Voilà, ici, là. C'est B, hein, j'ai dit. Oui, B. Voilà, qu'on retrouve ici pour biaiser les lampes. Voilà. Alors, donc on a vraiment cette espèce de système très bizarre. Moi, j'aurais dit, pour changer la polarisation des lampes, pour passer en 725 en tension d'anode, j'aurais plutôt commuté un secondaire. Alors, eux, ils ont mis ça sur le primaire. Or, je vous montre le deuxième schéma qui est sorti sur cet ampli. Voilà le deuxième schéma, donc faites bien attention au numéro de châssis. Pour voir, de toute façon, vous verrez vite que la commutation primaire ou secondaire est différente, hein, vous le verrez. Et vous verrez en plus une particularité, moi, que je n'aime pas du tout, c'est cette espèce de manière... c'est un autobias, là. Avec un transistor, on commande le bias par les transistors. C'est très fragile, hein. Ça a la réputation de péter assez facilement. Donc vous voyez que le schéma est quand même très différent du premier. Les préamplis, il n'y a pas trop de différence, à part que là, on a complètement modifié. Là ici on avait donc reverb et trémolo, mais on avait aussi une partie du schéma avec les NR, etc. Là ici on a quelque chose de plus logique, c'est-à-dire qu'on commute uniquement au secondaire le height et le low, donc 725 et 450. Vous voyez, bah oui, vous voyez, c'est marqué à 450 volts. C'est beaucoup plus logique. C'est beaucoup plus logique. Et ici, on a un redressement double alternance
avec des diodes Zener pour avoir le plus 16 et le moins 16, et on a un réglage de bias automatique. Voilà, là, on a quelque chose de plus logique que le premier schéma où on commute au primaire. Et on fait tout bouger, là tout bouge. Alors peut-être qu'au niveau du son, c'est intéressant. Mais moi, j'ai eu des problèmes, je me rappelle, j'ai eu des problèmes pour régler le bias, parce qu'on n'a qu'un réglage de bias. Alors que là, on a une polarisation automatique avec les transistors. Ici, là, sur la cathode, donc on règle par la cathode. Là, on s'adapte par rapport à la tension d'anode, alors qu'ici, on n'a aucune adaptation. C'est vas-y, va comme je te pousse, démerde-toi, puisqu'on commute le primaire. Alors, moi, je me suis rendu compte d'une chose en faisant le bias des lampes, c'est qu'il faut faire un compromis. J'ai choisi un compromis, j'ai coupé la poire en deux, c'est-à-dire que si j'avais réglé le bias en 450 volts à 70%, en passant à 725 volts, j'étais complètement dans les choux, bien au-dessus des 100% réglage de bias, et là les lampes auraient souffert gravement. Donc ce que j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai réglé un bias, alors je ne me rappelle plus ce que j'ai fait, mais j'ai réglé un bias à 70, 80%, peut-être 90, je ne sais plus à combien je suis monté, au maximum à 725 volts. Et puis quand on descendait, quand on repassait en 450 volts, on était assez bas en bias, je ne sais plus à combien on était, mais on était vraiment très bas. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Puisqu'il n'y a pas un bias pour chaque tension d'anode 725 et 450, on n'a qu'un bias pour les deux, donc il avait fallu faire un compromis dans ce réglage de bias. Et moi j'ai préféré, de toute façon je pense que c'est comme ça que ça se fait, que ça se faisait à l'époque, mettre un bias correct en 725 volts, et puis en 450 ça se démerde avec un bias qui est quand même assez bas, mais après tout, pourquoi pas. Et de toute façon, les tests que j'ai faits, l'ampli en 450 volts, c'est-à-dire en low, sonnait très bien. Donc, pas de problème. Donc, vous voyez toutes ces petites particularités là. Alors, le deuxième schéma, c'est plus logique de commuter sur le secondaire. Par contre, il y a ce bias automatique qui a la réputation, alors moi j'ai pas d'expérience là-dessus, mais qui a la réputation d'être fragile. Et il paraît que les transistors sautaient assez facilement. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle hein, quand on crée. C'est un des rares amplis qui a une double polarisation comme ça à l'anode, avec une tension de 725 volts en plus. Moi, j'ai pas vu, alors dans les Marshall et tout, il y a sûrement des exceptions que je n'ai jamais rencontrées, mais j'ai jamais vu chez Marshall, chez Fender, ou même dans d'autres marques, des commutations de bias comme ça. Ça, c'est assez rare. Vous me direz, peut-être qu'il y en a plein d'autres, et puis je les ai jamais vus, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je reviens aux diodes, là. Ces fameuses diodes, là, avec une kappa. Hein. On a vraiment diode kappa en parallèle. Alors, je ne savais pas au début exactement à quoi ça servait. De toute façon, c'est une protection. Hein. C'est une protection ici. Dans le cas de courant inverse, dans les lampes, dans les EL34 de lampes, ce courant inverse va être directement mis à la masse, va partir directement à la masse. Alors, et le condensateur est là pour éviter les bruits de commutation de la diode. Ça se fait aussi, là, ces condensateurs en parallèle sur les diodes, ça se fait aussi sur les pans redresseurs pour virer les bruits de commutation. Alors, on dit,
sur le net, il y a pas mal de techniciens qui disent c'est pour éviter les plocs quand on utilise le bypass. Le bypass qui est... il est où le bypass bypass. Attendez, je suis pas sur le bon schéma, là, voilà. Je reprends mon schéma, voilà, le stand-by, pardon. Stand-by. Donc, sur le net, on dit que c'est pour éviter le bruit de commutation du stand-by. Je suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Tous les amplis ont des stand-by. Aucun ampli n'a ces diodes de protection. Il y a peut-être des courants inverses qui se créent sur les amplis normaux avec une seule polarisation. Parce que j'ai entendu ça sur l'excellente chaîne audio et radio à tube. Il parle par moment il y a certains courants inverses qui s'établissent. Je me rappelle plus dans quelle vidéo ni pourquoi. Je trouvais ça assez anecdotique. Bon, allez, mais de toute façon, j'ai jamais vu un ampli péter avec le stand-by et j'ai jamais non plus entendu de gros blocs en utilisant le stand-by. Moi, ma version. L'utilité de ces diodes, c'est pour le passage du 725 au 450. Pourquoi ? Parce que si on est en 750, polarisé en 750, et qu'on va passer par off, puis on va aller sur low, on fait ça dans la foulée, hein, et on va se retrouver avec des condensateurs chargés à 750 volts, ok ? Et on va se retrouver d'un seul coup, ces condensateurs chargés vont se retrouver d'un seul coup avec une tension qu'on leur applique de 450 volts. Et là, on va avoir des courants inverses. Donc pour moi, c'est pas le stand-by ces diodes n'ont pas été faites pour des bruits de commutation du stand-by. Ça a été fait pour ce passage high-low. Logiquement, quand on est à 700 volts et qu'on va passer d'un seul coup à une polarisation à 450 volts, les condensateurs n'ont pas le temps de se charger, et là, il va y avoir des courants inverses qui vont se créer. Donc moi, c'est mon hypothèse, et je ne vois pas de raison d'en démordre. Donc je crois qu'on a fait le tour, hein. Bon, après c'est assez classique. Alors si, je veux vous montrer une chose, c'est que moi ce genre de schéma, j'arrive pas à les lire facilement. Là maintenant je le connais, donc j'arrive à le lire, mais il faut passer du temps. Donc j'avais fait, je m'étais refait des schémas. Voilà, c'est quand même vachement plus lisible ça. J'ai pas remis les valeurs, parce que bon, les valeurs on s'en fout un peu, on les a de l'autre côté. Mais voilà, pour moi ça c'est un schéma qui est lisible. Donc j'en ai refait un autre, ici, voilà, là on a le déphaseur, on attaque les grilles de L34, là j'ai trouvé ce que c'était le A1, on a vu que c'était le bias, et ici on a le driver et la déphaseuse. Voilà, donc vous voyez, dessiné comme ça c'est quand même vachement plus lisible. Je suis désolé, mais là ce schéma-là, c'est avec des pattes de mouche en plus, et puis d'une qualité d'impression pas extraordinaire. Bon, bref, voilà. Dans la prochaine partie, on va parler de la fin de la restauration, le réglage de bias, etc. Et puis, on conclura cette série de 3 vidéos sur ce Music Man. À tout de suite. Presque.